Bonjour à tous. Donc l'objectif effectivement c'est de vous présenter d'abord très rapidement le positionnement de Rockwell sur ses aspects transformation digitale et en lien avec la maintenance pour ensuite faire le focus sur des activités pure maintenance avec des aspects technologiques qui à mon avis vont vous parler pour la plupart. Alors rapidement, mon expérience est 31 ans dans l'automatisme, l'informatique industrielle, puis dans tout ce qui est système informatique. Donc j'ai connu, vous voyez, par rapport à mon âge, j'ai connu quand même des transformations assez conséquentes, notamment au niveau des systèmes informatiques. J'ai connu Windows 98 pour certains qui connaissent. Voilà, donc faire des applications industrielles dans ces environnements-là, ben, aujourd'hui avec le cloud, ça a beaucoup évolué. Donc c'est vraiment le grand écart. Donc à travers l'intégration, donc j'ai pas d'expertise de la maintenance, mais par contre beaucoup de rencontres autour de contrats de maintenance à réaliser, plutôt orientés software, et puis des problématiques rencontrées par les industriels dans différentes industries. Parfois dans la région, chez anciennement Solac, qui est devenu Ascométal, enfin, qui est devenu Arcelor, et ensuite Ascométal par exemple, mais aussi dans d'autres domaines de énergie, à travers mes activités chez Engie Neo par exemple. Donc voici les termes que je vais aborder. Donc très rapidement, un slide sur Rockwell pour bien resituer un petit peu la légitimité de ce discours. Vous me partagez les principaux cas d'usage que chez Rockwell on identifie auprès de la transformation digitale et qui peuvent apporter vraiment une valeur ajoutée. Et ensuite, 4 points en lien avec la maintenance. Rappeler les aspects stratégie de maintenance pour vraiment resituer ce qu'on parle de correctif, prédictif et etc. Avoir un petit focus aussi sur la présence, enfin le choix d'un outil de GMAO. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui sur le choix d'un outil de GMAO? Et puis des aspects plus technologiques et méthodologiques sur la maintenance prédictive et la technologie de réalité augmentée appliquée à la maintenance. Donc Rockwell, globalement, ce qu'il faut voir, c'est que vous le connaissez certainement à travers la fabrication des automates industriels, parfois des variateurs pour les moteurs. Aujourd'hui, la stratégie de Rockwell, c'est de travailler de la partie edge, donc connectivité aux machines, jusqu'à la partie cloud. Donc ça, c'est pour mettre à disposition les outils de design et de maintenance dans des environnements qui jusqu'à présent étaient dans vos usines. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est des outils qui sont sur le cloud, avec des contraintes, bien sûr, mais aussi avec des avantages. Et tout ça associé avec de l'intelligence artificielle, alors qu'on voit beaucoup au niveau des données dans le cloud, mais par exemple, chez Rockwell, on intègre de plus en plus d'intelligence artificielle dans les équipements hardware. Notamment, je vois par rapport aux variateurs de vitesse, je vous donnais l'exemple, j'ai commencé sur de Windows 98, sur les variateurs de vitesse. Au départ, quand on réglait les variateurs de vitesse, on avait un petit peu dans les ateliers, on avait des oscilloscopes, on avait des matrix, et puis on faisait des réglages un petit peu au pif des paramètres de régulation. Bah, aujourd'hui, les outils ils sont quasiment autonomes, ils s'autorégulent, ils proposent des réglages un peu par défaut, et bien sûr, après, vous pouvez les ajuster. Donc ça, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et sur la partie maintenance, de plus en plus, les équipements sont intelligents et proposent des variables de diagnostic pour aider à la maintenance. Donc tout ça, donc, ça part sur la partie capteur, actionneur, variateur, automate. Des parties software. Donc chez Rockwell, les marques, c'est Factory Talk. Globalement, c'est un terme qui revient régulièrement. Et ensuite, des acquisitions dans le cloud. Fix, un outil de maintenance. Et Plex, un outil de MES. Donc là, l'idée, c'est de vous partager, vous allez voir les cas d'usage qui sont identifiés chez Rockwell comme étant les plus importants, en tout cas auprès des industriels qui font de la transformation digitale. Ce n'est pas exhaustif, hein, loin de là, mais par contre, ce sont des éléments assez dimensionnants. Donc, si on commence par les aspects supply chain, typiquement, il faut de plus en plus, on voit que l'IoT, tout ce qui est connectivité, remontée d'informations de terrain,
mais c'est aussi vrai côté usine, apporte réellement une maîtrise de la donnée et du comportement des équipements dans la partie supply chain. On voit aussi qu'on peut optimiser avec des ressources, avec des logiciels d'optimisation de planning. Beaucoup de simulations, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais beaucoup de technologies pour simuler les automates, simuler les flux, simuler le comportement des équipements. Et puis également des solutions d'optimisation par exemple pour l'optimisation énergétique ou l'optimisation de process industriels, arriver à gérer et optimiser les comportements des boucles de régulation qui sont déjà existantes et les aider à s'améliorer. Alors plus proche de la maintenance, donc là on tourne autour de la performance industrielle. Donc souvent la performance industrielle est associée à la performance de production au sens strict du terme. Mais forcément, ça a un impact. La maintenance a forcément un impact sur la possibilité de production des équipements industriels. Donc il y a un focus sur la partie maintenance prédictive. Mais bien sûr, vous verrez qu'avant de faire de la maintenance prédictive, il faut aussi avoir une stratégie un peu plus globale de maintenance. La partie gestion d'énergie et développement durable, donc qui peut être ou non liée à la stratégie de maintenance. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quand même étroitement lié. Donc c'est aussi un focus important pour un retour sur investissement rapide. Et puis, ce qui apparaît de plus en plus, c'est un des sujets qui est un peu débattu en ce moment, toujours difficile à mettre en place dans les industries, c'est la partie main-d'œuvre connectée, avec une partie aussi opérateur augmenté. Donc, il y a un petit focus sur la partie réalité augmentée sur ce point-là. Donc, petit rappel sur les stratégies de maintenance pour que tout le monde ait les idées bien claires. Ça, c'est un schéma qu'on retrouve assez fréquemment sur nos activités software, où on essaye de rappeler que la partie maintenance, si on regarde du bas vers le haut, il y a bien sûr la maintenance corrective classique que tout le monde comprend facilement. Et ensuite, on arrive tout de suite à la maintenance préventive, qui est souvent basée sur de la planification par rapport à des temps donnés. Quand est-ce qu'on doit aller changer un équipement, quand est-ce qu'on doit aller surveiller, nettoyer un équipement. Donc très basé sur le temps. De plus en plus, on instrumente de manière et on connecte les équipements pour faire de la maintenance préventive basée sur plutôt les usages. Et c'est là où on a besoin de se connecter aux automates, aux superviseurs. Et puis on surveille du coup le nombre de cycles d'utilisation, le nombre d'ouvertures, fermetures d'un équipement, ou des choses comme ça. Et ensuite, le plus compliqué, ça va être de passer les étapes d'après, condition-based maintenance et predictive maintenance, où là, on va clairement identifier, enfin vous allez clairement identifier sur certains équipements clés pour vous, qui ont un impact financier, comment surveiller le bon fonctionnement d'un équipement et ensuite mettre en place les moyens avec la predictive maintenance, de voir à partir de quel moment vous avez un comportement qui dérive et qui va du coup générer des défauts et donc des pertes de production. Alors n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions sur les slides. Donc l'outil de maintenance d'entreprise connectée. Donc là, ça se veut une vision un petit peu globale de ce qu'on peut attendre d'un outil de maintenance, sachant qu'on a bien conscience que dans les équipes, chez les industriels, on n'a pas attendu 2023 pour avoir un outil dans le cloud pour faire de la maintenance. Il existait des outils. Ils sont souvent associés à chaque usine. Parfois, ça reste encore pas mal très Excel ou très papier. Donc là, l'idée, c'est de montrer que ce qui peut être amené par un outil de centralisation de maintenance. Et vous allez voir qu'il peut y avoir des bénéfices très intéressants. Donc l'idée, c'est déjà d'avoir un outil de maintenance centralisé. Donc bien sûr, ça va dépendre de la taille de votre entreprise, monosite, multisite, monopays, multipays. Mais globalement, ce qu'on peut attendre d'une plateforme de maintenance, c'est, vous voyez sur les fonctionnalités, des gestions d'équipement, gestion bien sûr d'ordre d'intervention, une gestion de pièces de rechange, qui est quand même assez critique, puisque là, c'est clairement, on voit tout de suite la finance, même si sur la partie des ressources humaines, il y a également un impact financier, mais sur la partie pièces de rechange, c'est immédiat.
Une partie reporting de plus en plus présente pour vous aider à prendre les bonnes décisions sur vos approvisionnements, sur l'occupation de vos machines, etc. Et puis sur la partie basse, donc Analytics, Machine Learning, donc ça c'est vraiment ce qui arrive depuis quelques années, c'est comment vous exploitez les données de maintenance pour ensuite optimiser vos interventions, optimiser vos achats de pièces de rechange ou autres. Et donc ça va dans le sens d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. Et puis au final, une des parties un peu plus complexes, et c'est souvent ça qui pêche dans les entreprises, c'est on voit bien l'utilité d'un outil, mais comme c'est un sujet qui va toucher les ERP, qui va toucher différents services, il faut avoir une logique d'intégration de cette solution dans l'infrastructure globale de l'entreprise. Et c'est là où ça devient compliqué, mais il faut de toute manière prévoir une interconnexion avec les systèmes tiers. Donc globalement, on peut attendre d'une plateforme qu'elle soit déjà multisite, qu'elle puisse gérer différents pays. Bon, bien sûr, tant qu'on est en France, le problème ne se pose pas. Ça sera multisite, mais ça peut être seulement basé sur l'euro. Prévoir potentiellement différents langages, ce qui peut être assez critique, puisque là maintenant, ça reste quand même basé sur des interventions très humaines, très locales. Donc l'anglais ne suffira pas à la plupart des installations. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que de plus en plus, donc on était habitué sur la maintenance à avoir des accès sur des PC industriels. Alors maintenant, c'est des PC portables. De plus en plus, il faut que ça soit basé sur des solutions mobiles pour faciliter les interventions, pour aussi apporter à l'opérateur de maintenance des éléments plus facilement sur soit une tablette, soit un PC portable, soit sur un smartphone notamment. Donc ensuite, la solution de maintenance, globalement, ce qu'on disait tout à l'heure, doit être intégrée à tout l'écosystème de l'industrie et de vos usines. Donc il y a bien sûr sur la partie droite la partie production, donc les systèmes automates, tout ce qui est système communicant, l'historisation des données, pour ensuite pouvoir être exploité à travers soit du reporting, soit de l'analytics. Et puis la partie finance, globalement business. Donc là, c'est là où on voit beaucoup le lien avec les pièces de rechange. Souvent, les pièces de rechange, ça a une notion de stock au niveau de l'entreprise, ça a un coût. Il faut l'approvisionner, il y a beaucoup de fournisseurs, il faut des devis. Donc il y a tout un aspect financier et puis un peu workflow de gestion des achats. Donc tout ça, ça peut être interconnecté et ça doit être interconnecté avec les ERP. Donc c'est pour ça aussi que dans les ERP, il y a souvent des modules de maintenance qui sont intégrés, avec plus ou moins de succès, plus ou moins des dernières technologies, hein, bien sûr. Et puis des éléments qui sont de plus en plus intéressants, qui ne sont pas encore tout à fait au point suivant les solutions proposées du marché. C'est la partie basse, c'est la partie marketplace. Donc là, c'est typiquement quand vous achetez du matériel, vous allez chez Rexel par exemple, il y a une plateforme, vous avez un compte et vous pouvez demander des devis automatiquement, vous les recevez. Vous pouvez interagir avec les devis, les valider et passer des commandes. Ça c'est l'étape un petit peu ultime pour pouvoir avoir une très grosse souplesse dans l'approvisionnement de vos équipements. Donc voilà un petit peu l'écosystème tel que nous le voyons côté Rockwell, hein, de ce que peut être un outil un petit peu moderne sur la partie gestion de maintenance. Donc je ne sais pas si vous avez des remarques, si c'est des sujets que vous avez déjà abordés ou pas dans vos entreprises. Mais après, ce qui est complexe, effectivement, c'est comme vous voyez, ça intervient. Vous avez la partie terrain côté automate, qui est souvent assez facile à connecter parce que les gens connaissent bien, ça reste du très très pragmatique. Et dès qu'on va passer à la finance, faire le lien entre la finance et le terrain, c'est beaucoup plus dur. Donc là, ce qu'il faut, c'est avoir quelqu'un qui coordonne, un responsable de programme, bien sûr, pour arriver à bien gérer la mise en place d'un outil de ce type-là. Alors la maintenance prédictive, en discutant tout à l'heure avec Olivier, j'ai appris que le terme prédictif, il fallait faire attention avec. C'est plutôt la maintenance prévisionnelle, au sens strict du terme. Bon, en tout cas, on entend beaucoup parler de maintenance prédictive.
C'est pour vraiment faire vous avez pu voir tout à l'heure, hein, la stratégie de maintenance, c'est bien faire la différence entre ce qu'on appelle le correctif, le préventif, qui est, on va dire, les cas les plus faciles à gérer, ou en tout cas les plus usuels dans les entreprises. Et le prédictif, c'est vraiment d'arriver à identifier par anticipation certains arrêts qui ne devraient pas avoir lieu. Donc l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment ça peut se mettre en place dans vos entreprises. Donc déjà, la première étape, c'est d'identifier des cas d'usage au sein de votre entreprise. Donc toujours pareil, tout ce qu'on discute doit faire, à mon sens, doit faire l'objet d'une étude aussi de rentabilité dans tous les cas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour de la technologie, pour se faire plaisir, pour se dire est-ce que ma machine elle marche bien, etc. Il faut réfléchir à quel est le retour d'investissement de la mise en place de ces solutions. Donc la maintenance prédictive, globalement, vous allez pas. L'idée, c'est d'instrumenter des machines ou des équipements qui ont un impact financier sur la production ou sur même la maintenance, hein, ou même l'approvisionnement, parce que tout bêtement, il peut y avoir un très gros délai d'approvisionnement, donc vous ne voulez pas forcément que vos équipements tombent en panne, parce que vous ne savez pas sous combien de temps vous pouvez les recevoir. Alors chez Rockwell, on est pas mal placé parce qu'on fait partie aussi des fabricants d'automates. Et on voit que jusqu'à récemment, c'était très compliqué. Il fallait avoir plus d'1 an de délai pour acheter un automate ou une carte automate. Alors on n'est pas les seuls, hein. Siemens, Schneider a eu le même problème. Mais donc ça, on peut imaginer que pour tout ce qui est composant un petit peu à valeur ajoutée avec de l'électronique, vous pourriez avoir des problématiques de délai. Donc autant anticiper sur les éléments clés de vos équipements, autant anticiper si vous pouvez prévenir certains arrêts. Donc une première phase d'installation de capteurs. Ensuite, bien sûr, un peu classiquement de la supervision du monitoring des informations qui sont instrumentées. Et puis, on va dire, là, on est sur la première étape. On voyait en haut une phase plutôt de supervision, donc plutôt en mode préventif plus, on va dire. Donc là, l'idée, c'est sur la base de seuil, vous déclenchez des alertes et puis vous faites de l'intervention. Donc là, on n'est pas encore sur la partie prédictive. On est vraiment sur l'instrumentation. Et ensuite, commencer à générer des alertes pour que vous puissiez intervenir. Alors c'est important de faire cette étape-là, vous le verrez ensuite, c'est que la maintenance prédictive est basée sur globalement du machine learning. Le machine learning, globalement, c'est le point 4, c'est vraiment de l'apprentissage par rapport à des données qui existent au préalable. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du prédictif basé sur rien, c'est pas divinatoire, comme on parlait avec Olivier, on est vraiment basé sur des données. Donc pour faire ça, vous avez instrumenté au préalable, il faut faire tourner vos équipements et ensuite, bien sûr, les données sont interprétables suivant un certain nombre d'algorithmes. Donc la plupart sont des algorithmes qui sont déjà un peu préétablis par des mathématiciens qui sont assez classiques, mais on peut imaginer tout à fait des algorithmes sur mesure que vous êtes en mesure de faire avec des data scientists ou que vous pouvez faire développer sur des éléments très très spécifiques avec des sociétés tierces. Donc après ça peut apporter une grosse valeur ajoutée, notamment dans la détection de panne, dans la détection de défauts sur vos équipements en production. Oui. Alors, l'intégration des algorithmes dans les logiciels, ouais, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces algorithmes-là, alors on parle souvent, par exemple, des algorithmes développés avec du langage Python. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des algorithmes basés sur des technologies qui en fait vont tourner dans des systèmes. Là, vous aviez vu tout à l'heure, peut-être, on a une petite carte automate, par exemple chez Rockwell, dans lequel on a un petit operating system qui est capable de faire tourner l'algorithme et ensuite de faire des calculs associés. Ça tourne sur des PC. Donc après, il y a un environnement un petit peu qui permet d'exécuter des applications avec les algorithmes. Mais ça peut être dans les automates, mais souvent c'est des petits PC Edge, comme on dit, des petits PC qui font tourner l'application. Et ensuite, il faut prévoir une communication avec soit une interface visuelle pour prévenir d'un défaut, soit avec des équipements directement. Par exemple, on travaille, nous, avec un constructeur de pneus en France, qui fait, par exemple, de la dépose, qui prépare la gomme pour faire un pneu, comme ça. Et en gros, il fait une soudure. Et il y a énormément de défauts de soudure par rapport à la dépose de la bande de roulement.
Et globalement, le positionnement contrôlé par une caméra permet de voir en fonction de la première pose du ruban, de voir si la soudure sera défectueuse ou non. Et c'est impressionnant de voir qu'au fur et à mesure du temps, c'est de plus en plus précis et le nombre de rejets, c'est-à-dire que plutôt que de souder avant de savoir que, enfin quand on sait qu'on va souder et que ça sera mauvais, eh ben, on repositionne, on alerte pour qu'il y ait un repositionnement de l'équipement, enfin du produit. Donc c'est typiquement des éléments qui sont, là en l'occurrence c'est un algorithme sur mesure, parce que tout le monde ne fait pas des pneus, mais quand on parle par exemple d'un compresseur, d'un ventilateur, enfin des équipements assez conséquents, des moteurs, sont plutôt des modèles qui sont déjà connus. On sait qu'il faut mesurer le courant, les vibrations, la température, potentiellement l'hygrométrie ou tout ce qu'il peut y avoir dans l'environnement. Donc il y a des modèles qui sont déjà existants pour certains types d'équipements. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais. Alors, l'étape un petit peu ultime, hein, ça fait un peu rêver, mais je ne sais pas si vous avez connu ça dans certaines de vos entreprises, mais donc une fois que vous avez mis en place cette partie prédictive, là on est, vous voyez, sur la partie haute, on est plutôt dans la maintenance prescriptive, où globalement on en est à se dire, on est vraiment sur des modèles d'algorithmes qui nous anticipent sur la plupart de nos équipements principaux, vraiment ce qu'il faut qu'on fasse et à quel moment il faut le faire. Donc on peut prévoir donc, au niveau des personnes, en termes de planification, on peut prévoir aussi au niveau des pièces de rechange, comme je disais. On peut identifier, faire une aide en gros à l'organisation des ordres de travail pour les responsables de maintenance. Donc ça c'est un petit peu idéal, mais globalement ça commence à bien marcher. Ce qu'il faut voir, c'est comme on est sur du prédictif, ça ne correspond pas à tous les équipements, ça ne va pas correspondre à tous les ordres de travail que vous devez prévoir dans vos entreprises. Mais globalement, ça va apporter un plus et une meilleure organisation au sein de l'entreprise. Et du coup, après, vous êtes en mesure, ça c'est vraiment le cas ultime, c'est de faire globalement des dashboards et montrer à vos directions en quoi l'organisation de votre maintenance va améliorer la performance globale de l'entreprise. Donc ça, c'est un peu le rêve, mais je pense que les premières étapes sont quand même assez simples à mettre en œuvre. Mais rappelez-vous, il faut identifier les cas d'usage. N'hésitez pas à vous faire aider pour les identifier. Parce que vous avez des fois une sensation, il y a tel équipement, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Et vous ne savez pas forcément le formuler. Et c'est bien de se faire accompagner. Parce que nous, on a une vision plutôt software. Vous avez une vision technique et vraiment, vous savez si ça doit marcher bien ou pas bien. Donc, n'hésitez pas à discuter avec des experts externes pour vous accompagner là-dessus. Et je pense que c'est souvent ça qui est difficile, c'est que tout le monde pense qu'on peut se débrouiller tout seul, parce qu'on l'a lu dans des bouquins, on l'a lu sur Internet, etc. L'avantage qu'on peut avoir des sociétés comme les nôtres, c'est qu'on connaît plein d'industriels. Donc, on a plein de cas d'usage qui sont proches ou moins proches de vous, mais c'est un des atouts, plutôt que vous concentrer sur vos propres équipements et en lisant simplement sur Internet. À mon sens, l'expérience me montre que ce n'est pas suffisant. Alors, là, on va parler technologie, réalité augmentée. Alors, globalement, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément le lien direct entre la réalité augmentée et la maintenance. Pourquoi ? Parce que globalement, la première vision qu'on a de la réalité augmentée, c'est un petit peu l'idée du Pokémon qu'on est dans la rue. Bon, c'est très très ludique, c'est très sympa. Mais on se dit, ouais, la réalité augmentée dans la maintenance ou dans l'industrie, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Après, on voit par exemple, on peut avoir des réalités augmentées pour de l'immobilier, pour l'installation, etc. Donc vous connaissez pas mal d'usages de réalité augmentée. Et puis vous connaissez certainement les fameux casques. Donc Microsoft HoloLens, qui était jusqu'à récemment, ou qui est toujours globalement un peu le leader de la technologie sur ces aspects-là. Et puis je crois que c'est la semaine dernière ou il y a quelques jours, il y a Vision Pro d'Apple qui vient de sortir. Alors là, c'est l'outil magique. Donc il fait de la réalité augmentée et de la réalité mixte. C'est un truc assez, en tout cas sur le papier, assez puissant. Moi, je ne vais pas vous parler de réalité virtuelle, on parle de réalité augmentée. Mais... Donc en termes de technologie, il y a la réalité augmentée, il y a la partie casque, tablette, smartphone. Et c'est très important de se préciser quels équipements vous voulez utiliser pour la maintenance si vous êtes intéressé sur ces aspects-là. Aujourd'hui, les aspects casque, on voit, sont quand même très difficiles à utiliser au jour le jour dans la durée. À la fois pour l'autonomie, à la fois pour
pour que la personne ait envie de le garder, ça c'est clair. Mais par contre, il y a pas mal d'aspects, vous allez voir, intéressants avec ces équipements, y compris le casque. Bon, très sommairement, globalement, là, on voit que la réalité augmentée peut être utilisée donc, sur 3 points principaux. Hein. La maintenance, bien sûr, comme on l'a évoqué. La qualité en production, donc de plus en plus, notamment pour contrôler les assemblages, les montages, le vissage ou des choses comme ça, de manière visuelle. À ceci près qu'il faut avoir des équipements, il faut avoir les schémas 3D de ce que vous allez contrôler, hein, bien sûr. Et puis des aspects formation. Donc ça, c'est un point qui est important, donc qui est lié ou pas à la maintenance d'ailleurs. Donc derrière la formation, une idée, c'est de résoudre des problèmes, notamment de formation des gens qui viennent, qui repartent constamment dans l'entreprise. Des fois, on a difficulté de recrutement de plus en plus. Les gens vont rester 3 mois, 6 mois. Donc l'idée, c'est que les outils permettent d'aider aux interventions, voire à la formation de ces personnes-là. Alors, quelques cas d'usage sélectionnés. Alors, ça n'a pas du tout la prétention à être exhaustif, hein, bien sûr. Quelque chose de très intéressant à mon sens, c'est l'expertise à distance, la remote assistance. Peut-être que c'est un terme que vous utilisez déjà. Typiquement, c'est un outil que vous pouvez faire. Globalement, vous pourriez faire à peu près la même chose avec WhatsApp, typiquement, ou avec Teams. Il y a pas mal de gens d'ailleurs qui le font, voire même avec les outils sur les smartphones. La particularité de ces outils d'expertise à distance, au-delà du fait qu'il y a un côté cybersécurité qui est déjà aussi présent dans la construction de ces solutions-là, et ça c'est extrêmement important, hein. La remote assistance dans les entreprises industrielles, vous allez voir de plus en plus arriver des outils qui vont vous forcer à passer par des systèmes centralisés. Et donc, l'utilisation de WhatsApp, ça ne passera pas très longtemps, quoi. L'intérêt au-delà de WhatsApp, de ce que propose WhatsApp, c'est que vous voyez afficher sur la partie droite des petites annotations. Donc, il faut imaginer qu'il y a un expert qui est à distance, quelqu'un qui est en local, comme la dame, et elle a besoin de se faire accompagner, sur quel bouton je dois appuyer, sur quelle vanne je dois tourner, etc. Et là, l'intérêt, c'est qu'on peut mettre des annotations à distance, donc interactif, hein, ça peut être des deux côtés. Et ensuite, le positionnement des annotations reste dans le champ, enfin reste toujours localisé physiquement. C'est-à-dire que si la dame se tourne, elle revient, le positionnement est exactement là où on a fait l'annotation. Donc c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez avoir bien sûr accès aussi à des documentations, à du chat ou des choses comme ça, hein, mais globalement, c'est un des cas d'usage, c'est l'expertise à distance. Dans l'environnement industriel aussi, des éléments très importants, ça peut être les accueils sécurité, ça peut être simplement quand vous arrivez sur une intervention qui on vous rappelle, donc typiquement on voit l'équipement en bas, là, si vous avez le modèle de l'équipement dans 3D, on va pouvoir plugger, détecter que c'est un équipement de ce type-là, et on va mettre quels sont les points d'alerte. Alors ça peut être de la sécurité, ça peut être de la mesure bien sûr de temps réel, hein, quelle tension, une série d'informations associées. Et ça, vous pouvez le faire. Typiquement, l'idée, c'est pas de le faire avec un casque, mais c'est de le faire avec une tablette, avec un smartphone, pour que rapidement la personne qui intervient arrive à comprendre dans quel environnement il se situe, qu'est-ce qu'il doit faire, à quoi il doit faire attention. Et donc cette partie sécurité, je pense, qui est extrêmement intéressante. Plus dans l'idée donc de tout à l'heure de formation ou en tout cas d'information. Les outils aujourd'hui de réalité augmentée permettent de créer pas mal de fiches d'instruction. Là où d'habitude on utilise de la documentation Word, Excel ou quoi que ce soit, ou PDF, vous avez la possibilité d'utiliser donc des fiches d'instruction que vous créez sur mesure. Donc ça a deux intérêts, hein. Donc l'aspect formation, donc vous pouvez avoir un casque dans ces cas-là en formation, parce que c'est quand même assez sympa, vous êtes main libre et vous manipulez ce qu'on vous indique de faire. Vous cliquez virtuellement avec vos doigts ou autre, et vous voyez les indications qui sont faites au fur et à mesure pour apprendre. Ça peut être aussi pour démonter un moteur, un ventilateur, ou quoi que ce soit, ou une vanne, etc. Donc il peut y avoir le casque, il peut y avoir bien sûr une tablette, un smartphone. Ce qui est intéressant aussi, au-delà de la fiche d'instruction classique, ça peut vous permettre, quand vous avez des personnes qui sont expérimentées, qui vont partir à la retraite, vous pouvez créer en gros des bases de données de vidéos de l'expertise qui va transmettre l'expertise de la personne qui va partir.
Donc la personne qui va partir va mettre son casque et va faire les manipulations, va montrer par exemple un changement d'un moteur, d'un transformateur ou quelque chose comme ça. Il va pouvoir marquer les étapes et dire attention, ben là il vous faut tel équipement de sécurité, il vous faut une clé de 12, enfin, etc. Il peut indiquer exactement ce qu'il faut. Et du coup, ça vous enrichit une base de connaissances et vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir recruté les 10 personnes pour que chaque personne passe du temps avec la personne qui part à la retraite. Donc ça, c'est assez intéressant, je pense, mais il faut le comprendre dans un objectif où il faut que ça soit vu et entretenu dans le temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire du one-shot, enfin, ça n'a pas d'intérêt, vous allez voir. Parce que je reviens un petit peu sur l'élément clé d'un peu tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il faut toujours penser au retour d'investissement sur ces cas d'usage. C'est-à-dire que le faire sur un équipement, ça n'a pas de sens. Typiquement, si vous l'avez sur un équipement, autant demander aux constructeurs de machines de vous faire des procédures de ce type-là. C'est des petites vidéos qu'ils mettent à votre disposition et plutôt que d'avoir des documentations papier ou documentations PDF, vous leur demandez des petites vidéos que vous pouvez utiliser au fur et à mesure que les gens doivent intervenir sur vos équipements. Donc pensez bien au ROI. Et là encore, je pense qu'il est intéressant de se faire accompagner parce qu'un retour sur investissement nécessite de prendre en compte des données que la partie financière peut avoir, la partie qualité, production, maintenance. Donc beaucoup d'éléments à prendre en compte pour vraiment arriver à convaincre la direction de passer sur ces technologies. Oui, c'était juste en fait pour une question. Les vidéos ou les fiches d'instruction, elles apparaissent dans le casque, c'est ça? Elles apparaissent dans le CAD sur le casque? Sur le casque. Oui, oui. Alors, si vous avez un casque, bien sûr, tout ça, en fait, là-haut à droite, c'est une vue que vous avez à travers le casque. D'accord. Donc, imaginons qu'on ait un outil connecté, qu'on est sur une opération, l'opération 110. On va voir éventuellement que pour cette opération, il faut qu'on sert à tel couple ou alors... Oui, tout à fait. Vous avez complètement la main pour configurer et afficher les informations que vous souhaitez avoir. D'accord. Et c'est un outil où vous ne faites pas de la programmation. Hein. Ce sont des outils comme ça, de plus en plus, ce sont des outils que n'importe qui peut utiliser, y compris moi qui ne suis pas du tout développeur. D'accord. C'est de configuration. D'accord. Par contre, bien sûr, il y a un certain nombre de fonctionnalités disponibles, mais vous ne pouvez pas faire... c'est pas besoin d'être programmeur, quoi. D'accord. Et donc les vidéos, par contre, c'est la société qui fait l'outil connecté ou qui va faire le moteur, qui va mettre en ligne ce type de vidéo, quoi. Ouais, l'idée c'est que généralement les constructeurs, alors nous chez Rockwell on travaille beaucoup avec les constructeurs de machines, et l'idée c'est que eux ils ont des outils, ils achètent des outils pour créer ces fiches d'instruction. Donc eux ils ont la licence d'édition, et ensuite ils vendent à travers les contrats de maintenance, les contrats de support qu'ils peuvent avoir sur leurs équipements, ils vendent un accès à une documentation de ce type-là. D'accord. Donc vous payez un petit peu à travers votre contrat de maintenance, ils l'intègrent dans votre contrat global de maintenance pour vos équipements. D'accord, très bien, merci. C'était le dernier slide, donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a un petit peu évoqué pas mal de choses par rapport à vos entreprises. N'hésitez pas à poser des questions, maintenant bien sûr, ou plus tard si nécessaire. Très bien. Merci infiniment, Denis. Justement, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pensais notamment quand vous disiez sur la vidéo, donc on peut rentrer, digitaliser toutes les fiches de chaque équipement. Là, vous avez, par rapport à l'expérience que vous avez eue, ça prend combien de temps finalement à remplir tout ça? Parce qu'il faut bien partir d'une base quand même. Ouais, c'est assez marrant parce que j'étais avec un constructeur, le constructeur réel qui est un producteur de ponts notamment. Et la première discussion qu'on a eue, c'est en fait la question qui s'est posée, il s'est dit, alors c'est en tant qu'OEM hein, bien sûr, il s'est dit mais on va passer 3 fois le temps. Mais une fiche d'instruction, c'est extrêmement simple à faire. Alors c'est pas, on ressaisit pas hein, la fiche d'instruction, on la fait, on la vit. Et donc c'est en une demi-heure vous faites une fiche d'instruction. Mais quand vous voyez les documentations Word que vous pratiquez, des fois elles sont assez denses, pas très explicites. Vous faites des copies d'écran, des screenshots qui ne sont pas forcément à jour.
Donc typiquement, c'est très très facile d'utilisation et très très facile à réutiliser. D'autres questions? Peut-être un petit mot sur le ROI, on en a parlé, mais là concrètement, vous avez, que ce soit chez Réal ou chez d'autres, chez ce fameux constructeur de pneus en France, enfin voilà, quand même, à combien s'étend le ROI, quoi, en combien de temps on rentre un peu dans nos frais? Mais là, ça va être compliqué parce que c'est vraiment typiquement sur la réalité augmentée. Si on voit l'aspect formation, la question qu'il faut se poser, c'est combien de temps on passe en formation, combien de temps on va former les gens, et puis quelle perte d'expertise on a eu parce qu'on n'avait pas anticipé les gens qui partent à la retraite ou pas assez rapidement. Donc la documentation, ça c'est difficile d'estimer combien de temps, mais après on ne parle pas non plus de millions d'euros quand on parle d'équipements comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est typiquement, c'est si vous voulez faire ça sur des casques, on voit que les casques comme Microsoft, c'est 3 000 € le casque, donc vous n'allez pas acheter ça autour du ventre. Les tablettes, c'est beaucoup plus facile d'accès, les smartphones encore plus. Donc le ROI, malheureusement, il n'y a pas de règle. Il faut vraiment identifier. C'est pour ça que c'est difficile parce qu'on se dit, ouais, bon, je vais gagner l'équivalent d'une personne qui fait de la documentation à l'année. Mais après, on va se dire, ouais, mais le gars, il ne fait pas que ça, etc. Donc on voit ce que ça coûte, mais après, il faut se projeter, c'est qu'est-ce que ça fait gagner. Et tout ça, il faut le traduire avec le service formation, avec le service recrutement, avec le service, avec les différents services de production. Parce que des fois, la compétence, elle est sur 2 personnes. Il y en a qui sont en production, qui connaissent pas mal de choses. Il y en a qui sont en maintenance. Et du coup, c'est arrivé à mutualiser toute cette expérience, quoi. Donc, c'est pas facile d'expliquer le ROI, justement. Par contre, en matière de cybersécurité, on a de plus en plus d'objets connectés. Évidemment, c'est des portes d'entrée aussi pour des attaques qui sont de plus en plus fréquentes ou des risques d'attaque de plus en plus fréquents. Comment vous garantissez à vos clients, enfin vous faites l'interface, mais je veux dire comment vous convainquez, vous arrivez à convaincre, je veux dire, les clients d'adopter ce genre de technologie? Alors, ces technologies-là, la plupart maintenant sont partagées dans le cloud. Ce qu'il faut voir, c'est que contrairement peut-être à certaines idées, le cloud est quelque part plus facile à sécuriser que d'avoir vos propres serveurs sur site. Parce qu'il y a énormément de possibilités de casser en fait la sécurité de vos équipements quand vous êtes sur un site industriel. Donc en termes de sécurité, ça s'intègre de toute façon dans une infrastructure à mettre en place. Je parlais des accès à distance, typiquement. C'est vraiment un élément qu'on voit de plus en plus aujourd'hui auprès des industriels. Il faut mettre en place des moyens pour sécuriser vos accès à distance. Parce qu'on voit beaucoup les automaticiens qui appellent avec du WhatsApp, qui appellent avec une petite passerelle E1 ou des choses comme ça. Donc tout ça, ça s'inscrit dans une démarche d'infrastructure, toujours. Très bien. Comment est-ce que vous arrivez à quantifier ou par quel facteur, par exemple, je sais pas, de temps ou d'argent, le retour sur investissement? Alors, je ne suis pas l'expert, mais globalement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez l'élément le plus simple. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à la réalité augmentée, mais globalement, l'élément le plus simple, c'est quand vous avez une perte de production. Déjà, si vous intervenez 8 heures après une perte d'un équipement, est-ce que vous avez perdu de la production? Donc vous vous renseignez en interne et vous voyez combien ça va coûter. Alors c'est toujours estimatif, bien sûr, c'est pas extrêmement précis. Après il y a le temps de rachat. Est-ce que ça peut avoir un impact? C'est-à-dire est-ce que vous êtes obligé de prendre un équipement défaillant ou en tout cas que vous avez réparé et du coup vous ne savez pas s'il va tenir plus d'1 mois, 2 mois, 3 mois et si vous avez 1 an d'approvisionnement? En gros, c'est d'arriver à voir le risque industriel associé à un équipement ou une perte de production. Et puis après, il y a aussi, est-ce que ça nécessite des nouvelles ressources? Est-ce que vous perdez du temps? Parce que chaque fois que vous intervenez, si par exemple vous changez une pièce et que vous avez mis une pièce qui est un peu plus, vous savez qu'elle va tomber en panne, mais au moins ça va être pendant un certain temps, ça va être utile. Et vous allez forcément avoir plus de temps de maintenance parce que vous allez revenir en correctif à chaque fois que ça tombe en panne. Mais ça va redémarrer peut-être plus vite. Enfin, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte sur, bien sûr, l'homme, les ressources, et puis l'impact économique de vos ventes ou de la production. Donc il y a énormément de facteurs. Donc on a vraiment
Alors nous, on a des spécialistes, dans d'autres sociétés, il y a d'autres spécialistes d'expertise pour faire du calcul des ROI. C'est pour ça que je disais que ça ne s'invente pas. Le ROI, on a tous une vision de ce que ça peut gagner ou rapporter ou éviter de perdre. Mais quand on met ça sur des chiffres, il faut quelqu'un qui soit structuré, qui a une méthodologie pour aborder ces sujets-là. Et du coup, elle apparaît pas sur le logiciel. Ça sera externe, ça sera... Le ROI, Ouais. vous voulez dire ? Non, parce que là, c'est vraiment... c'est plutôt dans le circuit de décision interne, c'est-à-dire que vous allez... un produit qui coûte... un logiciel, par exemple, qui coûte 50 000 € à l'année. Si vous avez 3 équipements qui, si elles tombent en panne, ça fait une perte de production de 300 000 €, par exemple, sur 2 jours d'arrêt. La question va se poser, c'est est-ce que c'est pas pertinent d'instrumenter, de mettre en place des outils qui vont surveiller ou même de la maintenance prédictive plus en amont, quoi. Donc c'est vraiment, on parle 300 000 €, en combien de temps je vais amortir mon investissement. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a la partie financière, mais parfois il y a aussi la partie qualitative, c'est-à-dire en plus avec la population des jeunes ingénieurs ou techniciens, on voit bien que la qualité de vie au travail est extrêmement importante, beaucoup plus qu'à mon époque. Et du coup, les jeunes, ils aiment bien quand on les accompagne, quand on les aide. Donc s'ils ont des outils en plus technologiques, ça peut être aussi une source qui va les attirer dans l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui est obsolète en termes de technologie, les jeunes, ils vont pas venir, quoi. Donc il y a tout un aspect non financier direct qu'il faut aussi prendre en compte. Alors nous, ça, à valoriser, c'est difficile, mais si vous associez la partie gain financier à cet aspect qualitatif de vie de l'entreprise, les décideurs, normalement, ils disent je vois pas pourquoi je le prendrais pas en compte, quoi. Mais il faut rester quand même... il faut être sponsor, c'est-à-dire c'est jamais simple. Dès qu'on parle argent, investissement, nos patrons ont toujours du mal. Donc il faut arriver à trouver les bons arguments. Mais on est là pour vous accompagner si besoin.